Bonjour. Tout d'abord, excusez-nous un peu pour le retard. On est un peu arrivé au milieu de la présentation. Donc, on va vous faire un petit compte-rendu de ce qui s'est passé donc, lors du fameux événement de Las Vegas, Black Hat DEF CON. Donc, il s'est déroulé du 30 au 7. On va voir les deux parties. Moi, je suis Baptiste Dolbeau, consultant à HSC. Depuis plusieurs années, je suis formateur dans les formations de forensique, donc très incident et forensique de smartphone. Donc, Monsieur Chipin, je suis consultant technique chez HSC depuis 3 ans maintenant, également formateur sur notamment la formation RSSI et quelques formations SENS, notamment sécurité Windows et monitoring. Donc la première partie, la Black Hat, elle s'est déroulée au Mandala Bay, donc ce super grand hôtel. Elle s'est déroulée donc, en deux parties. D'abord une partie sur les trainings, donc, qui coûtait évidemment plusieurs milliers d'euros. Du 30 au 2 août et du 3 au 4 août, on avait également les conférences qui étaient, elles, très, très concentrées. 9 salles, environ très exactement 117 conférences. Au niveau des températures, bien plus de 40 degrés à l'extérieur et à l'intérieur des salles, on était en dessous des 20. C'était 18 degrés. Oui, c'était assez compliqué, surtout pour suivre les conférences. Et donc le deuxième événement, la DEF CON, qui est lui bien plus abordable, donc beaucoup plus de monde, un peu moins de conférences, une centaine. Par contre, il y avait beaucoup plus la communauté était beaucoup plus forte, donc on pouvait voir tout plein de stands, des villages sur les IoT, un village sur tout ce qui était sécurité des machines, voilà, des ateliers de tampering, de modification de preuves. Lockpicking, Voilà. vraiment pour tous les goûts. Donc, malheureusement, c'est en parallèle de toutes les conférences, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire. Mais pour ceux qui aiment divers sujets et veulent s'intéresser à un sujet en particulier, c'est vraiment un paradis. D'ailleurs, un peu plus fort, Mathieu. d'accord. À l'inverse de la Black Hat, la DEF CON, elle se déroule, toutes les conférences se déroulent en continu. Donc si on veut manger, il faut prévoir le matin pour le midi. Enfin, si on veut pouvoir suivre toutes les conférences qui sont proposées. Donc, comme vous l'avez vu, il y a environ 200 conférences. On aurait bien voulu assister à toutes les conférences, mais on n'a pas pu. On a eu la chance de pouvoir faire des formations. Donc, nous deux, on a fait 3 formations différentes. Donc, plutôt que d'essayer de vous faire 200 slides avec un slide parfois par conférence, on a plutôt pris quelques grands thèmes. Et on a également souhaité vous parler des formations qu'on a suivies, parce qu'on a trouvé ça très intéressant. Et je pense que c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé quand on parle de ces conférences. Donc, pour ma part, j'ai suivi 2 formations. La première, c'était la formation en gros pentest hardware, donc, qui était basée sur le framework Artsploit. C'était une formation très intéressante qui était donnée par Yann Alain et Julien Moinard de Opal Security. C'est pas dommage d'aller à Las Vegas pour suivre un anglais la conférence faite par les Français de France. Oui, j'avais droit aux commentaires en side en français, donc c'était bien pratique quand même. Non, mais j'en ai discuté avec Yann Alain qui m'avait sollicité pour voir s'il y avait matière à mettre une formation dans mon catalogue. Aujourd'hui, sur ce sujet-là, moi je vis des sujets difficiles, comme DNSSEC, j'ai réfléchi au critère commun, j'ai réfléchi à Philips, j'ai réfléchi à plein de sujets. Aujourd'hui, c'est un sujet où il y a trop peu de demandes. Et donc, il faut donner sa formation une fois par an à Black Hat pour la vendre à toute la planète. Et il n'y a pas matière à la diffuser en français en France. Ils la font chez eux quand même. Ah ben en intra, Ouais. c'est comme les critères communs, tu fais en intra un coup pour un industriel. Mais en inter-entreprise, pour juste former un consultant par-ci, un administrateur par-là, un auditeur par-ci, il n'y a pas de marché. Et moi, je fais comme tout le monde, j'envoie les consultants suivre des formations aux US. Et pourtant, au vu de l'importance que c'est comme sujet, c'est assez dommage. Et juste, donc c'est pas la partie qui nous intéresse le plus, mais juste aussi pour vous expliquer pourquoi on a choisi cette formation.
D'une part parce qu'on fait parfois des tests d'intrusion sur des systèmes embarqués ou ce genre de choses. Et bien souvent, il nous manque un petit peu cette partie hardware. Pour ma part, je suis plutôt spécialisé en software et pas vraiment en hardware. Donc pour moi, c'était découvrir plein de choses. Et la deuxième raison, c'est qu'on a la chance d'avoir 2 consultants HSC qui vont tous les ans à ces conférences. Et les formations qui sont proposées à la Black Hat n'évoluent pas du tout tous les ans. Donc, bien entendu, on se concerte avec les consultants précédents pour savoir quelles conférences, quelles formations ils ont déjà suivies, pour essayer d'en faire de nouvelles et pour pouvoir se former en interne. Donc c'est la raison pour laquelle on est parti sur ces conférences-là. Mais elles étaient vraiment très intéressantes. Donc en gros, quand on fait du pentest hardware, on doit interagir avec pas mal d'interfaces différentes. Donc ça, c'est des noms assez barbares pour ceux qui ne connaissent pas l'électronique, comme moi. Donc du SPI, du I2C, UART, JTAG, ça je connaissais quand même. Donc ça, ce sont des interfaces avec lesquelles on doit discuter quand on fait du pentest hardware. Et si on ne les connaît pas, si on n'a pas le matériel adéquat, on risque de perdre énormément de temps. Or, ce n'est pas la partie qui a la plus forte valeur ajoutée. La partie qui nous intéresse quand on fait du pentest, notamment du pentest hardware, c'est de trouver les failles. Or, dire à un client qu'on a passé 3 jours à essayer de sortir le firmware, ça ne va pas l'intéresser des masses. Donc, Artsploit vise justement à accélérer et à faciliter cette étape. Donc, en gros, Artsploit, c'est composé d'une carte d'interface et d'un logiciel, donc avec une interface graphique. Il y a plusieurs fonctionnalités. C'est quelque chose d'assez simple, il n'y a pas des menus dans tous les sens. Par contre, il y a des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Par exemple, la description des composants. La première chose qu'on fait quand on va découvrir une carte à auditer, donc je vais vous décrire les étapes juste après dans le slide suivant, ça va être de déterminer quel composant on a sur la carte. En fonction du composant, il va falloir chercher sur ce composant quelles interfaces d'administration, en gros, on peut utiliser pour communiquer avec lui. Et l'avantage d'Artsploit, c'est que grâce à l'aide au câblage, on va pouvoir dire, voilà, on a ce composant qui a 64 pattes, par exemple. Donc, comment connecter ce 1000 pattes à mon PC pour pouvoir en tirer quelque chose? Artsploit va nous aider à faire ça. Si on revient juste une seconde sur le slide précédent, l'avantage, pour les gens qui ne connaissent pas l'électronique, c'est qu'en fonction de la composant qu'on a en face de nous, Artsploit va nous dire, voilà, quand je clique sur cette patte du composant, pour accéder par exemple au SPI, il va nous dire, bah voilà, branche-la là, et a priori, ça devrait marcher sans griller le composant. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Je peux passer devant. Donc, pour vous présenter rapidement la démarche d'audit quand on fait du pentest hardware, c'est la même en gros que quand on fait du pentest software, sauf que ici, le fingerprinting va consister à lire tous les composants, toutes les lettres minuscules qu'on a sur les composants de notre carte à auditer, et c'est l'étape primordiale qui va nous permettre ensuite de pouvoir interagir avec le hardware. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on passe pas mal de temps, on va essayer de trouver les ports de maintenance, etc. Et ensuite, grâce à Artsploit, on va pouvoir commencer à interagir avec les composants. Donc interagir avec les composants, dans certains cas, ça va être par exemple d'essayer de télécharger le firmware, pour pouvoir éventuellement trouver à l'intérieur les secrets qu'on recherche, pour éventuellement ensuite pouvoir reflasher le composant avec un firmware modifié, etc. Donc, ça, c'est ce que vise à faciliter Artsploit. C'est une formation qui est intéressante, il y a beaucoup de manipulations, des exercices, il y a un petit challenge. C'est forcé, dans les formations, il y a forcément un petit challenge à la fin. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a même une partie qui parle du SDR, c'est assez court malheureusement, mais ça permettait d'introduire le sujet. Voilà, c'était donc pour ma part j'ai suivi 2 formations, donc c'était 2 jours par formation. Donc c'était plutôt des introductions. Malheureusement on n'a pas pu aller aussi loin qu'on aurait voulu. La deuxième formation c'était sur le pentest de véhicules. Alors ça, on a fait une partie de notre présentation qui va parler de ce sujet, parce qu'il y avait beaucoup de conférences qui parlaient du pentest de véhicules, donc de la sécurité des véhicules. Et quand on entend sécurité des véhicules, en général, on parle de bus CAN. Donc il y avait à la fois voire 2 formations qui parlaient du sujet, et plus de 10 conférences qui traitaient de ce sujet-là. On ne va pas vous les détailler toutes dans la partie suivante de la présentation, mais on va vous montrer un petit peu les grands principes et quelques outils qui nous ont semblé intéressants. Donc en l'occurrence, cette formation, il y a une partie théorique qui présentait les ECU, qui présentait certains protocoles de communication, donc FlexRay, MOST, et dont le CAN, bien entendu. Et ensuite, la majorité de la formation, notamment la partie pratique, était basée sur le CAN, avec un bus CAN partagé par les stagiaires,
plus un ECU par stagiaire pour pouvoir commencer à manipuler et à récupérer des données. Donc, pendant cette formation, on a commencé par écouter le trafic, identifier les ECU. Donc là, c'est vraiment la même démarche de fingerprinting qu'on aurait pu avoir dans la formation ArtSploit, mais basée sur les réseaux des véhicules. Encore une fois, je vais vous donner plus de détails sur ce sujet tout à l'heure. On scanne les ECU et ensuite on commence à procéder à des attaques un petit peu plus poussées, notamment à injecter des paquets. Donc, cette formation est basée sur le logiciel Vehicle Spy, qui est un logiciel payant, qui permet d'automatiser une partie des attaques, qui permet d'automatiser la reconnaissance, qui m'a semblé assez performant. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur le sujet, donc je ne peux pas vous dire s'il y en a des tas d'autres qui sont mieux que celui-ci. En tout cas, celui-ci a permis à des gens comme moi qui ne connaissaient pas énormément du scan et les ECU de procéder déjà à des attaques qui avaient l'air en tout cas relativement efficaces. Et donc, pour ma part, j'ai suivi une formation où j'avais vraiment envie de poursuivre dans ma démarche de test intrusif. Et donc, j'ai choisi de suivre une formation sur PowerShell avec une orientation offensive. Donc, comment utiliser. C'est toujours le même principe. Donc, les formateurs de l'équipe Adaptive Threat Division, ils présentent ça de manière offensive et toujours avec à côté comment faire pour justement, du côté défense, se prémunir de ce type d'attaque, etc. Ou de mettre en place toute une activité de surveillance avec des alertes pour être prévenu qu'il y a potentiellement une attaque. Donc, je ne vais pas vous parler de la formation en elle-même, parce que c'est vraiment très technique et c'est pas spécialement... Enfin voilà, pour la formation, enfin pour la conférence ici, c'est assez compliqué à expliquer. La formation était sur 4 jours. Elle était prévue pour être donnée à un public, à tout public. Bon, évidemment, on s'aperçoit que quand on arrive vers le jour 3 et 4, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc une petite introduction à PowerShell, le langage, comment on communique, notamment avec le framework .NET. Une grosse partie sur la récupération d'informations dans l'Active Directory. Il faut savoir que justement cette équipe-là a présenté une conférence sur un outil qu'ils ont développé pour justement récupérer de manière, donc, en utilisant PowerShell, donc de manière le plus furtive possible. Après, tout au long de la formation, on vous a expliqué que ça laissait quand même des traces. Au niveau justement d'un forensic, on pouvait retrouver ces traces. Mais toutes les manières, avec notamment PowerView, qui permet de récupérer des informations de manière, avec un accès tout à fait lambda, un utilisateur normal, sans accès privilégié, qui peuvent récupérer des informations, que ce soit quelle personne est connectée sur quelle machine, quels privilèges ils ont. Et tout ça, ça va nous aider pour pouvoir, je vais en parler par la suite, mais pour pouvoir présenter des graphiques d'attaque. Donc, savoir par quel chemin, selon la ressource que je veux récupérer, quel chemin est le meilleur, quel chemin est le plus simple. Voilà, ça va être vraiment ce type d'information-là. Ensuite, avec PowerUp, donc toujours, ce sont des petits modules que eux-mêmes ont développés. PowerUp qui dresse une liste de possibilités pour élever ses privilèges lorsqu'on obtient un accès sur le système. Donc que ce soit au moyen des permissions qui sont appliquées sur les services, si jamais on possède telle permission sur tel binaire et que le service est lancé avec ce binaire-là, on peut par exemple remplacer le binaire et au niveau du redémarrage, on aura l'accès qu'on souhaitera. On le remplace par un binaire malfaisant. Également de l'injection au niveau des DLL, les fichiers d'installation, que ce soit des fichiers d'installation qui précisent en clair des données de crédentiels, d'identifiants. De la même manière, les clés de registre. Le fichier sitelist.xml de McAfee, on sait que dans ce fichier-là,
on a les identifiants du compte qui est utilisé pour ce service-là. Et malgré le fait que ces identifiants soient chiffrés, je crois que c'est du triple DES, en fait les clés ont été leakées, divulguées sur Internet, donc du coup on connaît ces clés sont connues et on peut justement déchiffrer ces clés. Et donc du coup prendre possession de l'identifiant clair. Au niveau de l'inforensique, anti-forensique, on nous a parlé de 2 projets, PowerPeak, qui lui permet d'utiliser PowerShell, donc le langage PowerShell, sans jamais exécuter le binaire PowerShell.exe. Donc c'est vraiment le but de ce projet était de passer la manière la plus furtive qui soit sur une machine en exécutant des commandes PowerShell sans utiliser le binaire. Il faut savoir que cet événement-là, sur un système Windows, il correspond au lancement justement d'un engin PowerShell, et donc il peut attester ça dépend du système on se trouve, mais potentiellement d'une activité malfaisante. Également l'événement 600 qui atteste d'un log, donc d'une connexion, d'une ouverture de session, puis d'un lancement d'un moteur PowerShell. Et donc 2 outils que l'équipe a développés, Empire et Bloodhound. Donc c'est de Bloodhound que je vais vous parler par la suite. Voilà, donc ça pour tout ce qui est formation, on a terminé. Maintenant on va plus vous parler des différentes classes de conférences auxquelles on a pu assister, tout simplement. Donc, la première classe était plus par rapport à la sécurité des systèmes d'exploitation. Donc, il y a eu beaucoup de conférences sur ces systèmes d'exploitation. On vous en cite 3 sur les 3 systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, OS X et Windows. Donc la première, c'est tout simplement une preuve de concept de Michael Lebowitz qui a fait un nouveau type de rootkit, dans le sens où son rootkit, lui, va s'implanter dans le RAM disk. Donc le principe, c'est que lorsqu'on a accès à la machine, on va s'implanter dans les scripts d'initialisation, et au redémarrage, ce script, donc, qui sera compromis, va, c'est compliqué à expliquer, mais va charger du coup un nouveau, on va se retrouver plus ou moins dans une prison. L'utilisateur normal n'aura pas une vue du système complet. En fait, on va lui donner l'impression qu'il a une vue, c'est l'équivalent d'un chroot bien plus perfectionné. Et donc cet utilisateur va avoir tous les accès, mais on va lui enlever par exemple tout ce qui est vu des processus, des processus malveillants, notamment pourquoi pas une porte dérobée qui serait menée sur cette machine. À savoir que ce type de rootkit permet de passer, de persister même après la mise à jour du kernel, du noyau. Parce que lorsque vous mettez à jour votre noyau, tout simplement vous allez recompiler un RAM disk, et c'est sur ce point que Michael Lebowitz insiste, c'est que vous allez recompiler ce RAM disk sur votre propre machine, et donc cette propre machine qui est déjà infectée, son rootkit il a mis en place des fonctionnalités dans son rootkit pour se réimplanter dans le futur RAM disk. Donc au redémarrage, vous serez à nouveau infecté, même après la nouvelle version du kernel, du noyau. Ensuite, plus sur iOS, donc on a eu 2 conférences. Cette conférence donc, de l'équipe de sécurité Team Tansankin, c'est une équipe qui a gagné de 2 manières différentes à la conférence Home to Home. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une conférence où le principe est qu'on vous met à disposition des machines qui sont mises à jour, donc dans les règles de l'art, tout simplement. Et le principe, ça va être de réussir à exploiter, que ce soit, donc là pour le coup c'était un navigateur web de OS X, que ce soit un navigateur web de Windows, également certains logiciels comme Adobe Flash. On va permettre aux équipes d'exploiter ces logiciels, et si jamais ils récupèrent un accès sur la machine avec des privilèges clés,
ils gagnent la machine sur laquelle ils ont effectué l'exploit. Et donc pour le coup, l'équipe Tansankin qui a réussi donc, de deux manières différentes. Pour cette manière-ci, c'est grâce au contexte graphique. Donc via le navigateur, il a réussi à exploiter une vulnérabilité pour récupérer dans le contexte graphique un processus qui, lui, leur a permis de sortir du cloisonnement navigateur. Il faut savoir que donc, dans Safari, il y a un cloisonnement des droits qui, justement, empêche ce type d'escalade de privilèges. Donc, pour le coup, c'était la vulnérabilité qui était exploitée qui permettait cela. Et donc, ils ont réussi à récupérer un droit, un accès privilégié sur la machine. Et donc, la deuxième conférence, je n'ai pas de slide, dressait justement les résultats de la conférence Palm to All avec différentes manières, comment les différentes équipes ont réussi à accéder en exploitant différentes vulnérabilités sur les services, à récupérer beaucoup, en partant des navigateurs Internet, de récupérer un accès root ou un accès système, donc un accès privilégié, sur les différentes machines, que ce soit Windows, Linux ou iOS. C'était assez impressionnant et le conférencier terminait sur le fait que maintenant beaucoup de pirates, de personnes malfaisantes s'orientaient sur l'exploitation des navigateurs pour ensuite récupérer un accès root sur la machine. Ensuite, on a assisté à une conférence qui présentait les mesures de sécurité Windows 10. Donc, c'est une conférence qui a été faite par Matt Miller et David Weston. Désolé, on a oublié les mettre dans la slide, c'est des gens de chez Microsoft. Donc, c'est une conférence qui s'est déroulée en deux étapes. Une première étape où ils nous ont expliqué assez longuement la nouvelle posture sécurité de Microsoft, à savoir de faire de la sécurité offensive et faire en gros de l'étude des menaces. C'était pas inintéressant. Donc l'objectif en gros maintenant c'est de plus seulement corriger les bugs comme ils arrivent, bien entendu continuer à les corriger, mais d'essayer de supprimer des classes de vulnérabilité complètes. Ici on donne un exemple, par exemple avec le Garbage Collector qui va permettre d'éliminer quasiment les attaques de type Use After Free. Donc ici c'est extrait de leur conférence et on peut voir, donc là ce sont les vulnérabilités pour Windows, Internet Explorer et Edge. Et donc, c'est l'évolution des types d'exploits depuis, en gros, les 10 dernières années. Par exemple, on voit que les buffer overflow ont presque disparu. C'est pas trop mal. Alors ici, on voit un énorme pic de use after free qui, lui aussi, est en train de, pas forcément disparaître, mais de diminuer. Donc, l'idée derrière leur présentation, c'était vraiment de dire que maintenant, Microsoft s'intéressait beaucoup plus aux attaques qu'ils pouvaient trouver dans la nature, qu'ils avaient eux-mêmes leurs équipes de pentest et qu'ils allaient essayer, à partir de maintenant, de supprimer des classes entières de vulnérabilité. Donc, dans la deuxième partie de la conférence, j'ai pas bien vu. Le bleu là, c'est Other ou c'est la pile? C'est sur Other. Celui-là, c'est la pile, elle est où là? La pile? Ah oui, non, pardon, le heap, c'est ça, le stack corruption, c'est celui-là. Le heap corruption, il est où là? Heap corruption, c'est le bleu. C'est celui-ci. Non, c'est vert, c'est celui qui est. Ah, ok. Et le bleu qui est au-dessus, c'est Others. Oui, c'est donc ça. en fait, ce qui avait quasiment disparu pendant 2 ans, c'était Others. Et il y a à nouveau de Others. Okay. J'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait un truc qu'on avait quasiment éliminé, et puis qui était mystérieusement revenu dans le type de faille. Donc malheureusement, je n'ai pas plus de détails de ce que contient ce Others. Je pense que justement, au fur et à mesure qu'on supprime des classes de vulnérabilité, les vulnérabilités un peu atomiques, enfin spécifiques, prennent de plus en plus d'importance, et parce que du coup, elles ne sont pas classables dans une catégorie unique. Et d'ailleurs, je n'ai pas posé la question, mais j'aurais vu pendant la conférence, ici on voit un pic énorme des vulnérabilités en règle générale, et notamment du use after free. Donc j'imagine que c'est ce qui a poussé Microsoft à se pencher sur le problème. Mais du coup, j'aurais aimé savoir exactement à quoi ça correspondait exactement. Donc,
Dans la deuxième partie de la conférence, le deuxième conférencier nous a expliqué donc, malheureusement assez rapidement les nouvelles mesures de sécurité dans Windows 10. Ça comprenait aussi également certaines mesures de sécurité qui existaient auparavant mais qui ont été améliorées. Alors on peut citer notamment le Credential Graph avec le VPS, donc la sécurité basée sur la virtualisation. Ça c'est un concept qui est intéressant puisque ça veut dire qu'on va avoir notre Windows normal, si j'ose dire, qui est dans une VM, on peut appeler ça une VM, on appellera VTL0, donc c'est le mode normal, et tous les process qui traitent de la sécurité, donc tout ce qui est LSA et autres, sont dans une VM sécurisée. Et les communications donc, entre les deux se font RPC. Ce qui fait que quand on compromet complètement, même au niveau kernel, cette partie, c'est pas pour autant qu'on a accès au secret, donc à tout ce qui est empreinte de mot de passe et autres. Donc ça, c'est une direction qui est intéressante. Notamment parce que maintenant, par exemple, le processus LSA va communiquer donc avec le LSA sécurisé, ce qui va protéger de façon beaucoup plus efficace les données d'authentification. Alors, un autre exemple qui a semblé intéressant, c'est par exemple la réduction de la surface d'attaque d'Edge. Edge, on a supprimé, Microsoft a supprimé l'ActiveX, tout ce qui est VBScript, JScript, etc. En gros, on a pu assister grâce à ça, sur la dernière année, une baisse de 56% des RCE sur Edge. Donc c'est pas non plus parfait, puisque du coup il y a plein de gens qui nous disent, sur les forums, vous êtes bien gentil Microsoft, mais nous ActiveX on en a besoin, c'est crucial pour notre organisation. Donc la réponse de Microsoft c'est d'accord, pas de problème, utilisez Internet Explorer. C'est pas parfait. Cela dit, c'est une direction intéressante. Et là où on a vu des produits Microsoft il y a quelques années qui grossissaient au fur et à mesure d'ajouter des fonctionnalités et de rester rétro-compatibles avec des choses qui parfois étaient pas souhaitables, ici c'est quand même une direction intéressante où Microsoft a taillé dans son produit pour en faire quelque chose de beaucoup plus léger et du coup de beaucoup moins vulnérable. Donc il n'y a plus aucune possibilité d'avoir une interaction riche entre un navigateur et l'OS. Alors j'imagine qu'ils ont dû riche, c'est-à-dire c'est-à-dire de pouvoir piloter son navigateur depuis son navigateur, d'avoir des mises à jour depuis le navigateur, d'avoir un pseudo clé en à partir d'un navigateur. Pour ça, il faut utiliser Internet Explorer. Tu peux faire du PowerShell. Tu peux faire du PowerShell depuis ton Donc, on fera des RCE en PowerShell au lieu de faire un suite. Voilà. Oui, il n'y a pas besoin des RCE en fait. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec les mesures qui ont été présentées, donc malheureusement, je n'ai pas le temps de toutes vous les présenter maintenant, mais c'est que, bien entendu, il n'y a aucune de ces mesures qui est infaillible. Il y a d'ailleurs une conférence très intéressante de Rajal qui présente des attaques et des limitations pour chacune de ces mesures. Mais cela dit, c'est le cas pour n'importe quelle mesure de sécurité. Il n'y a jamais une mesure de sécurité qui est efficace à 100%. Mais ce qu'on a pu voir, et c'est aussi ce qu'a dit ce monsieur dans sa conférence, c'est que même si c'est parfois sur un périmètre d'utilisation limité, en tout cas, ça va dans la bonne direction et ça permet, dans certaines conditions d'élever énormément le niveau de sécurité de l'OS Microsoft Windows. C'est notamment vrai avec Windows 10 et Windows 2016. Un petit aparté sur Windows 10. Il y a eu une conférence de Alex Ionescu qui nous a présenté du coup les manières d'interagir avec le noyau Linux, l'interface Linux qui est disponible dans Windows 10. Donc à la base, c'était un projet pour intégrer les applications Android dans les Windows Phone, et c'est resté dans Windows 10. Et donc du coup, cette interface permettrait également d'avoir de nouveaux appels système. Donc du coup, on pourrait penser une surface plus large d'attaque pour une personne malfaisante. C'était une conférence intéressante. Pour information, c'est faire une interface avec le noyau Linux. C'est des services Linux implantés dans le ça. noyau. Ils sont sous forme de 2 fichiers, et je ne me souviens plus des noms. Effectivement, c'est très service. Et du coup, il terminait sa conférence sur le fait qu'au final, on va avoir de plus en plus d'attaques qui vont fonctionner autant sur Linux que sur un Windows 10, et ça va être potentiellement
intéressant pour les attaquants. C'est dans le sens inverse, il y a aussi PowerShell maintenant sur Linux. Donc en fait, ils mélangent un peu tout. C'est des grands mariages tant attendus. Et donc du coup, l'outil présenté donc, par l'équipe qui a dispensé ma formation, qui s'appelle Bloodhound, qui est semblable à l'outil développé par l'ANSI, donc Active Directory Control Pass. C'est un outil qui a pour but d'avoir une meilleure vue de son réseau. Et par vue, j'entends des chemins qui permettent d'accéder à certaines ressources ou certains objectifs. Par exemple, on a déjà vu, nous, lors de nos tests intrusifs, que l'ordinateur de la secrétaire, par tel ou tel service, il permettait de rebondir sur tel ou tel autre service, et au fur et à mesure, on arrivait administrateur du domaine. Donc c'était assez improbable pour le coup, mais cet outil-là, qui fonctionne avec une version, comme je vous avais dit, de PowerView, donc le module PowerShell qui est pour le coup un minimum spécifique pour fonctionner avec Bloodhound, qui va récupérer toutes ces informations et qui va la mettre dans une base de données Node4j. Donc justement pour la modification de PowerView est faite pour justement automatiser ce téléversement de données dans la base de données. Et donc ensuite on pourra faire tout simplement des requêtes, donc en utilisant le langage spécifique pour pouvoir accéder à partir d'un certain de l'accès que l'utilisateur a, et ce qui peut récupérer un accès privilégié sur l'ordinateur de la personne. Et d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, ce type d'outil, ça peut être utilisé autant par les attaquants que par les défenseurs. Comme d'ailleurs dans un produit de sécurité, quand on prend Nmap ou autre, c'est le cas aussi. Et ce qu'on voit quand on fait des audits sur des AD, notamment sur des grosses infrastructures, c'est qu'il y a parfois une surface d'attaque cachée, si j'ose dire, qui est très difficile de mettre au jour sans ces outils. Et c'est pour cela que d'avoir ce genre d'outil qui va nous montrer tous les raccourcis possibles entre le compte de la secrétaire et le compte de l'admin domaine, c'est vraiment très intéressant. Donc, notamment dans Active Directory, quand on sait que absolument tous les attributs de tous les objets ont des ACL, par exemple, il est très facile, en modifiant un de ces ACL, de se garder une porte dérobée pour que l'attaquant puisse revenir quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc, ce type d'outil va justement aider les auditeurs à trouver ces portes dérobées pour pouvoir les éliminer. Donc, ce sont des outils qui sont très intéressants et qu'on utilise régulièrement. Et d'ailleurs, à la suite de la présentation de cet outil, quelques semaines plus tard, l'ANSI a fait un gros commit dans son propre outil. Je n'ai pas regardé les détails des changements qui ont été effectués à leur outil, mais je pense que c'est justement l'utilisation de PowerShell pour récupérer ces données-là. Donc un autre gros sujet, on a trouvé que c'était un sujet qui était assez présent dans toutes les conférences Black Hat et DEFCON, c'est la sécurité des véhicules. C'est vrai qu'il y a de nombreuses conférences sur la sécurité des véhicules, également sur les IoT. Ce que nous on a trouvé, c'est pas forcément un sentiment qui est partagé par tout le monde, mais c'est que la sécurité appliquée aux IoT, on avait encore beaucoup de conférences qui étaient là un peu pour le buzz, où on trouvait quelques vulnérabilités sur un objet particulier. C'était pas forcément des vulnérabilités qui vont faire, si j'ose dire, avancer le schmilblick. Donc bon, après on n'a pas pu assister à toutes les conférences, encore une fois, donc peut-être qu'il y avait certaines de ces conférences qui étaient très intéressantes. Mais donc pour aujourd'hui, on a préféré vous présenter ce qu'on a pu voir sur la sécurité des véhicules. Donc comme je le disais, il y avait beaucoup de conférences sur le sujet, que ce soit pour les véhicules autonomes, pour les camions ou autres, presque toutes tournées autour de la sécurité du bus CAN. Donc il y avait une formation, il y avait des ateliers, donc le badge que vous voyez ici, c'est le badge du Karakin Village. Donc, dans ce village, il y avait des démonstrations, il y avait des conférences additionnelles, c'était très intéressant. Il y avait aussi des ateliers où il y avait des vrais ECU qui étaient sur des tables et qu'on pouvait manipuler. Donc,
Quand on n'a pas envie chez soi de briquer sa voiture, ça peut être intéressant de passer au village de la DevCol. Donc la carte en question ici permet justement d'interagir avec le buscan d'un véhicule. On peut y charger des scripts qui vont permettre d'intercepter et de modifier les communications sur le buscan. Et ça va permettre de sniffer ou d'injecter des données au niveau du bus. À faire quand même si vous maîtrisez un petit peu le sujet, parce que potentiellement vous pouvez empêcher votre voiture de démarrer. Donc, une présentation rapide du sujet. Mais par exemple, en injectant des données sur le buscan, tu peux modifier du logiciel comme supprimer des limites logicielles de vitesse qui seraient dans le système ou supprimer le bip insupportable quand tu ne mets pas ta ceinture. On pourrait, en théorie. Ah oui, mais c'est très intéressant. Mais c'est pas aussi simple. Si tu veux, je peux te prêter ma carte pour que tu essayes sur ta voiture, sur la HSC mobile. C'est pas aussi simple que ça, donc, notamment la dernière conférence, celle de Miller, qui est super cerveau plus compliqué que ce que la presse laisse pas. Oui, oui, et c'était intéressant d'ailleurs avec la dernière conférence dont on va parler, c'est que lui, Miller, c'est la superstar de Buscan, il fait des vidéos YouTube où il fait virer des voitures, où il fait accélérer des voitures, où il fait freiner à distance, etc. Donc c'est intéressant, mais il explique dans sa conférence, et ça c'était bien, que tout ça c'est possible seulement si on maîtrise exactement ce qu'on fait, parce que injecter des données dans un buscan, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on va avoir des conflits. Parce que les ECU, c'est pas des petits boîtiers qui vont envoyer une information au moment où ils ont quelque chose à dire, c'est des petits boîtiers qui vont envoyer constamment des informations. Si on a un switch qui est ouvert ou fermé, il va dire je suis ouvert, je suis ouvert, je suis ouvert, je suis ouvert. Ça veut dire que c'est à un moment donné, on veut faire croire au système qu'il est fermé, il faut trouver un moyen de neutraliser le CU légitime. Donc ça veut dire que si on ne fait pas ça, on va provoquer des conflits, et les conflits peuvent par exemple faire que les ECU se désactivent. Donc un ECU, typiquement, s'il essaie de communiquer de la mauvaise façon, il va essayer plusieurs fois, plusieurs centaines de fois même, au bout d'un moment il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va se désactiver. Donc ça c'est l'une des attaques, si on veut la mettre en œuvre, ça demande quand même un petit peu de maîtrise du sujet. C'est pas seulement... Il faut juste réamorcer souvent la voiture. Ouais, il faut juste pas être sur l'autoroute à 130 pour que ça arrive. Ça fait quoi, 3-4 ans maintenant qu'on a des conférences tous les ans sur les voitures et que ouais. Là tu le dis, hein, ça prend de l'ampleur parce qu'on a même un pillage voiture. Est-ce qu'il n'y a pas de la redite chaque année, parce que tu parlais des IoT juste avant, justement, rien de neuf sous le soleil depuis, voilà, sauf qu'on casse de nouveaux objets de plus en plus, et qu'en même temps, on a de plus en plus de technos qui sortent. Tu parles du buscan qui a été traité à stick, si j'ai bonne mémoire aussi. Mais on va vite arriver à la limite, j'imagine, des nouveautés. C'est mettre de l'informatique embarquée dans les voitures. Et est-ce qu'on ne buzz pas sur un sujet parce que justement on peut tuer des gens hyper rapidement, voilà. Alors que sur l'informatique, il y a quand même des nouveaux trucs régulièrement. Alors ça c'est un petit peu ce qui est ressorti de ces conférences. Donc on a souhaité les présenter parce que parmi les sujets qu'on a vus, il y avait des outils qui étaient présentés justement pour démocratiser ces tests de sécurité. Et aussi parce que les buscan, c'est des bus qui ont été prévus pas pour la sécurité. Ça n'a pas du tout été pensé pour la sécurité, comme beaucoup de choses en informatique d'ailleurs. Et la sécurité s'est greffée après. Et là, je pense qu'avec toutes les démonstrations qu'on a pu voir sur ces conférences, que ce soit Miller qui fait accélérer une voiture à distance ou qui la fait virer à distance, etc., on montre maintenant aux constructeurs qu'il est temps de s'y mettre. La voiture de la démonstration, elle est instrumentée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a un récepteur à l'intérieur de la voiture. Alors ça, c'est l'une des parties de leur recherche, qui est de dire comment on peut interagir avec la voiture à distance. Parce que c'est vrai que sinon on a tendance à dire, bon d'accord, il faut être avec le PC dans la voiture et se brancher sur le bus. Se tuer soi-même en faisant ce type d'attaque, c'est pas très intéressant. Cela dit, ils ont réussi à faire des attaques à distance également. Parce que sur les voitures, il y a... Donc là, on va commencer à sortir un petit peu de mon domaine de compétences, donc j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, mais sur les voitures, maintenant, il y a pas mal de connectivité externe également. Donc, il y a des voitures qui embarquent des routeurs 4G, qui proposent même un hotspot Wi-Fi à tous ceux qui sont autour. Il y a le Bluetooth, il y a le RDS, même le RDS peut permettre de faire certaines attaques. Et notamment Miller
et son collègue, c'est Palasek, qui travaillent toujours ensemble. Ils ont fait plusieurs papiers là-dessus pour montrer que, sous certaines conditions, on pouvait interagir à distance avec une voiture. Donc, bien entendu, pour leur démonstration sur YouTube, ils ont choisi des véhicules qui étaient vulnérables et donc où ils ont pu faire cette attaque à distance. Sinon, ça parle moins quand même. Mais si je prends un exemple, il y a eu un exemple avec les Jeep, je pense, les Cherokee, où il y avait une vulnérabilité au niveau du touchpad d'affichage qui était connecté à Internet, qui faisait qu'on pouvait interagir avec certains OCU à travers cette connexion. Ça avait fait un gros buzz parce que le fournisseur d'accès Sprint avait été mis sur la sellette, alors au final, il ne pouvait pas forcément grand-chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a tout de même des interactions entre les véhicules et l'environnement, que ce soit à travers un réseau ou dans le cas du V2X, donc le véhicule to infrastructure ou véhicule to véhicule, c'est des capteurs qui sont à l'intérieur des véhicules et qui vont dire attention, tu es trop près de moi, freine par exemple. Donc ça, ils arrivent à jouer aussi avec ça et à le manipuler pour faire des attaques, et ça, en gros, c'est pas dû à des vulnérabilités réseau comme on peut le voir d'habitude, on peut faire overflow avec un touchpad ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment dans le design, c'est le futur des véhicules, c'est la conduite presque automatisée, etc. Donc si on arrive à interagir avec ces systèmes, là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à faire pour les constructeurs. Donc pour répondre à votre question, je trouve que l'intérêt des conférences qu'on a vues là, même s'il y avait des audits, en effet, c'était surtout de dire maintenant, voilà où on en est, on a réussi à faire tout ça, y compris des attaques à distance, il faut réagir. Et c'est intéressant parce que les chercheurs en question proposent des solutions, justement. On prend un exemple, désolé, je suis en train de griller tous les slides suivants, mais on prend un exemple de la communication avec les ECU. Miller proposait de faire des IDS dans les voitures. Un IDS, alors pas le snort qu'on a chez nous, hein, mais un IDS simpliste qui pourrait par exemple vérifier la fréquence des communications. Mais est-ce que la solution, ça ne serait pas plutôt d'embaucher des informaticiens qui savent de quoi ils parlent quand ils créent des voitures? Ça pourrait être une solution. Cela dit, il faut savoir que les ECU, ils ont aussi, c'est pas non plus des gros serveurs qui ont toutes les capacités qu'on a l'habitude de voir sur c'est remarqué. Voilà, si on est compétent, en effet, on devrait pouvoir les sécuriser. On envoyer des hommes sur la Lune. C'est vrai. Il y a un article dans le ministre, bien sûr, sur le sujet, qui parle quand même du spec, manifestement adapté ou pas par dans lequel chacun de ces composants ECU sont tous durcis, on va tous un HSM. La spec a l'air d'être monstrueuse en termes de sécurité. Le moindre message émis entre deux ECU est chiffré avec le taux d'intégrité. Ça paraît surdimensionné quelque part. L'article met en relation par rapport au coût, en disant $1 supplémentaire par ECU si on a 150 par véhicule. Ouais. Ça fait 150 multiplié par milliards de millions d'options contaminés, quelque chose comme ça. Donc cet article, en effet, il était intéressant parce qu'il proposait des mesures de sécurité efficaces. Après, c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre entre ne rien faire comme c'est le cas maintenant, où on va pousser des fonctionnalités dans les voitures sans trop se soucier de savoir si on peut les exploiter, ou aller mettre des HSM dans tous les ECU. Et en l'occurrence, il y avait quelques solutions assez simples proposées par Miller. Une, par exemple, qui était de vérifier la fréquence d'émission des messages, parce que quand on injecte sur un buscan, on va souvent essayer, enfin on va pas essayer, mais on va augmenter la fréquence d'émission forcément, puisqu'on ajoute des ECU virtuels. Donc ça peut être détecté et ça peut être bloqué. Il y a aussi des préconisations qui seraient au niveau des ECU eux-mêmes, qui puissent détecter à un moment donné que le CU est désactivé, puisque je le disais tout à l'heure, une technique c'est de rendre un ECU inactif pour pouvoir le remplacer. Donc ça c'est des mesures qui a priori, je ne suis pas spécialisé, mais qui ne coûteraient pas forcément trop cher et qui pourraient être mises en place relativement facilement. Donc, je vais passer rapidement sur cette partie, c'est une jolie image de voiture avec les différents réseaux. Ce qu'il faut retenir, c'est comme vous le disiez, les ECU dans un véhicule, il y en a en gros entre 80 et 120. Je suppose que ça va continuer à augmenter. Le buscan, à l'origine, ça a été créé justement pour simplifier le câblage des véhicules. Parce qu'avant, on pouvait avoir plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres, je ne sais plus, de câbles dans une voiture. Le buscan, justement, vise à alléger les véhicules en évitant de dépenser le poids et l'argent dans les câbles. Donc ça veut dire que ces ECU sont des sous-systèmes, ils vont contrôler des sous-systèmes, ça peut être des choses comme le freinage, donc des choses critiques,
Ça va être aussi des choses comme l'ordinateur de bord qui va lire le DVD ou la climatisation, les vitres, tout passe par des ECU. Donc, le bus CAN, je l'ai déjà présenté. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un bus multimètre. Donc, il n'y a pas un orchestrateur central qui va décider de qui fait quoi. Quand quelqu'un émet sur le bus CAN, tout le monde reçoit et les ECU décident eux-mêmes ce qu'ils font du message. Ils peuvent le rejeter, ils peuvent répondre. Donc, c'est multimaster. Il y a une segmentation du réseau. Si vous regardez l'image précédente, des systèmes aussi critiques que le freinage ne vont pas être sur le même bus que l'autoradio, par exemple. Cela dit, il existe des ponts entre ces différents réseaux, entre ces différents systèmes, soit par des passerelles dédiées, soit par des ECU qui ont une patte de chaque côté. Typiquement, l'autoradio, par exemple, il est censé parfois vous donner, sur certaines voitures en tout cas, vous donner des indications sur ce qui se passe au niveau de CU de plus bas niveau, comme de CU de surchauffe-moteur ou on ne sait rien. Donc ça veut dire que potentiellement, cette ECU-là va être sur plusieurs réseaux. Donc un attaquant va pouvoir sauter d'un réseau à l'autre en utilisant ces passerelles. Donc il y a pas mal de possibilités d'attaque différentes, on va dire entre les segments. Le déni de service, c'est le plus simple, puisqu'il suffit d'envoyer un message continuellement avec l'ID la plus basse, qui va être prioritaire, et donc plus personne ne va pouvoir émettre. Donc ça n'a que peu d'intérêt. Là où ça devient intéressant, c'est de faire des attaques d'hommes du milieu. Donc dans les slides suivants, on va voir quelques outils développés par des gens comme Airbus par exemple, ou d'autres sociétés, pour justement pouvoir faciliter les attaques d'hommes du milieu. Le bus CAN, le problème c'est que c'est très sensible à la latence. Il y a aussi le problème des gestions des conflits, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est pas aussi simple que ça. C'est pas comme la presse voudrait faire croire parfois de dire voilà, on connecte l'ordinateur, on envoie 3 messages et la voiture va se cracher dans le premier mur voulu. C'est pas aussi simple que ça. Donc, oui. RDS, c'est juste le protocole qui permet à une radio d'afficher le nom de ouais, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, il y a une connexion vers l'extérieur et potentiellement, s'il y a vulnérabilité au niveau du logiciel qui va parser cette information, il y aura potentiellement exploitation. Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait eu de recherche qui montre que ça puisse être utilisé actuellement pour une attaque. Donc ici, c'est une conférence de Christopher Donnet et Arnaud Lebrun de Airbus, où ils ont expliqué pourquoi et comment ils avaient développé CAN-SPY. En gros, chez Airbus, vous vous en doutez, le bus CAN, ça les intéresse, et ils ont intérêt à le pentester pour justement en améliorer la sécurité. Au fur et à mesure de leur thèse d'intrusion, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'outils, ou peu d'outils, et qui perdaient énormément de temps pour faire des choses aussi basiques qu'intercepter les données sur un bus CAN. Donc ils ont créé CAN-SPY, c'est composé d'une carte d'interface et d'une suite logicielle, comme à peu près tous les autres outils d'ailleurs. Il y a quelques extensions qui existent déjà, donc c'est open source, hein. Si vous voulez, vous pouvez télécharger les specs et vous faire vous-même votre carte. On va leur demander de venir nous faire une présentation. Ouais, c'était intéressant. Et donc leur façon de penser, c'est de dire, bah voilà, nous on a passé du temps pour faire ça, ça peut être utile à beaucoup d'autres, donc on va rendre ça open source pour que d'autres puissent en profiter. En gros, de créer ce type de carte, ça va coûter entre 30 et 60 $ par carte, et ça vous permet d'avoir un moyen efficace de pentester le bus CAN. Donc, on peut écouter, filtrer, on peut injecter des paquets. L'avantage de CAN-SPY, c'est qu'il peut fonctionner de manière autonome aussi. C'est-à-dire qu'on va le brancher dans le véhicule, et en fonction des règles, de certaines règles prédéfinies, en fonction de certains signaux, il va avoir certaines actions. Ça peut être neutraliser un ECU pour injecter du trafic malveillant, ce genre de choses. Donc ça, c'est une façon de fonctionner en autonome, ou une façon interactive, bien entendu, où on peut passer par un transfert sur Ethernet pour le manipuler avec des outils comme SCAPI. Cela dit, il faut savoir que quand on fait passer du trafic CAN par un PC standard, en général, on va impacter énormément la latence, et du coup, potentiellement, il y a beaucoup d'attaques qui ne vont pas fonctionner. C'est pour ça que tous les outils qu'on voit là, la plupart du temps, ils ont une carte d'interface qui vont faire que les injections et les manines de middle vont être beaucoup plus rapides. Donc, un autre outil qui nous a semblé intéressant, c'est CAN Badger. Celui-ci, pourquoi il nous a semblé intéressant? C'est parce qu'il peut fonctionner en cluster, si j'ose dire, en groupe. Donc, du coup, ça veut dire que plusieurs CAN Badger vont pouvoir être positionnés à différents endroits du véhicule, sur différents bus, et communiquer avec un serveur pour
coordonner leurs attaques. Donc ça veut dire que grâce à ce système, on peut faire des attaques qui sont plus poussées, qui combinent des injections à différents endroits du véhicule. Donc la dernière conférence, c'était celle de Miller et Valasek, les superstars du Buscan. C'était une conférence intéressante parce que, bon, bien sûr, ils ont fait rire tout le monde avec leurs vidéos où ils font piler la voiture, etc. Mais derrière ça, il y avait une vraie problématique qui était de dire bah, l'injection dans un Buscan, c'est pas aussi simple que ça, il faut gérer les conflits. Et pour ça, il faut réfléchir à différentes façons de faire. Donc il y a des restrictions au niveau des ECU. Les constructeurs ont quand même réfléchi un minimum en se disant qu'on n'avait pas le droit de faire du debug, enfin de faire du diagnostic si on roulait à plus de 5 km/h par exemple. Ou alors certaines fonctionnalités vont avoir un fail-safe qui vont faire que si jamais les ECU se rendent compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique, ils vont se déconnecter et vont faire qu'ils vont rendre la main au conducteur. Donc il y a des fonctionnalités de ce type-là. Le but de la recherche, c'était de voir comment contourner ces fonctionnalités et donc éventuellement comment améliorer la sécurité de ces dispositifs. Donc, notamment, l'une des attaques qu'ils nous ont présentées, c'est comment neutraliser un ECU légitime, typiquement celui qui va vous dire je roule à 50 ou je roule à 5 km/h, pour faire croire qu'on était dans certaines conditions et pour pouvoir utiliser pour pouvoir injecter certaines données qui vont modifier le comportement d'autres ECU. Donc, on en parlait tout à l'heure, ils ont réussi à faire des choses comme du freinage ou faire virer les véhicules à distance. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez marquant. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont assez intéressantes. Au-delà de ça, ils ont proposé des solutions. On en a un petit peu parlé, c'est cette sorte d'IDS-IPS un peu simplifié quand même, qu'on puisse mettre dans les véhicules. Donc après, la question, ça va être de savoir ce que vont faire les constructeurs avec tout ça. Savoir exactement si, dans les futurs modèles, on va assister à des améliorations de la sécurité ou s'il va falloir remettre 20 confs à la prochaine Black Hat sur le Buscan pour voir des avancées. Alors il y a quelques conférences au-delà des OS et du Buscan qui nous ont marqués, pas forcément par leur haut niveau de technicité, mais parce que parfois c'était un sujet qu'on a trouvé marrant ou c'était quelque chose qui nous a vraiment surpris. En l'occurrence, on a vu, il y a deux confs qui traitent de produits de sécurité. Alors les guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Et on est sorti de ces confs un petit peu estomaqués parfois parce que vous allez voir. Donc rapidement, deux conférences. Donc la première sur les verrous Bluetooth, donc les verrous Bluetooth qui utilisent le Bluetooth Smart, le Bluetooth 4, c'est ça, qui a la particularité, lui, de consommer très peu d'énergie et donc qui est idéal notamment pour les objets connectés, comme les verrous. Et donc cette conférence par Anthony Rose et Ben Ramsey et également Mercury Security. Alors, de Mercury Security, elle a porté sur la capacité donc, de modifier ces verrous, d'interagir avec eux, de les faire ouvrir, de les faire d'effectuer des actions illégitimes dessus, évidemment. Oui, mais si tu veux, le problème de Bluetooth Low Energy, c'est que le concept même du protocole, c'était d'essayer de consommer moins d'énergie, en échange de quoi il n'y avait aucune sécurité. Il y a des sécurités, il existe des sécurités. Enfin, une sécurité bidon qui coûte... Ah oui, mais la sécurité brevetée par le Canadien RIM, là. Non, mais c'est encore... Ah oui, d'accord. Mais le BLE, il y a de la sécurité. En fait, là où ça consomme moins, au niveau des taux de transfert, c'est beaucoup plus bas que du Bluetooth normal. Mais cette conférence-là, elle ne traite pas vraiment du protocole en lui-même. Ici, l'idée de cette conférence, c'était de montrer que les chercheurs se sont intéressés à un verrou, en l'occurrence, qui est en théorie un dispositif de sécurité. En plus, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode maintenant. Enfin, d'après ce qu'il nous expliquait, les ventes ont explosé, les ventes de ces verrous. Et pourtant, quand ils se sont intéressés, donc ici, comme je le disais tout à l'heure, c'est typiquement une conf où ça ne va pas faire avancer le chemin public au niveau des protocoles ou autres. Par contre, on se rend compte qu'un verrou de ce type-là, il y avait une attaque qui consistait à y mettre un tournevis plat et à tourner et ça ouvrait la porte.
Bon, ça c'était assez simpliste. Il y a des attaques par rejeu, il y a des tas d'attaques qui sont basées sur des choses, vraiment, c'est des choses basiques de sécurité. Il y avait même une attaque qui permettait de rendre inopérants les verrous et du coup de garder, justement que l'utilisateur soit bloqué de l'extérieur, qu'il ne puisse plus accéder à sa propre maison. Voilà, il y avait ce genre d'attaque. Donc là, c'est un peu la présentation troll qu'on voulait faire, parce que des produits qui sont censés être des produits de sécurité, au final, il y a zéro sécurité. Il y en a moins que dans le logiciel de Madame Michu qui a été développé par je ne sais quelle personne au fin fond de la boue. Donc ici, en l'occurrence, c'est des verrous qui sont de plus en plus populaires. C'est des attaques qu'on peut industrialiser, ils l'ont montré. Il y avait une conférence dessus. Ouais, il y avait une conférence là-dessus aussi, avec une bonne antenne, on se baladait avec une voiture, ou mieux, on fixait ça sur un drone. Et il y avait moyen de scanner tout le voisinage pour voir qui avait ces verrous et pénétrer dans toutes les... Mais attends, il y a déjà ça. Enfin, moi personnellement, je ne comprends pas comment les gens acceptent des volets roulants sans fil. Parce qu'avec ton drone, tu vas t'amuser à rouvrir les volets de tout le monde, finger in the nose. Et ça, tout le monde s'en moque. Moi, je suis le seul de mon quartier à avoir imposé un fournisseur avec des boutons filaires. Et tout le monde fait du sans fil, mais il n'y a aucune sécurité et tu peux ouvrir les volets de tout le monde en pleine nuit avec ton drone, ça te fait marrer. Donc, c'est effectivement, les chipolos et autres machins, je n'ai même pas testé, mais je suis sûr que c'est du Bluetooth Low Energy qui consomme déjà beaucoup, il n'y a absolument aucune sécurité. Alors que c'est le truc qui t'aide à ne pas oublier ton sac ou tes clés. Mais tout est comme ça, c'est bidon, mais c'est bidon conceptuellement. Voilà. Pour moi, c'est pas une faille, ça a été fait exprès pour être bidon. Pourquoi? Mais parce que c'est des gens un peu entretien qui achètent ça. Peut-être. Non mais de base, en fait, le verrou, il a été fait. Enfin voilà, c'est ce qu'on rencontre à peu près dans tous les objets, c'est que une fois qu'on peut faire quelque chose, on le fait, et on s'occupe de la sécurité plus tard. Et du coup, voilà, ce qui arrive, les véhicules connectés, les verrous connectés. C'est quel usage de ces verrous? Comment? C'est quoi l'usage de ces verrous? Le même qu'un verrou classique pour attacher un vélo? Il y en a pour les vélos, il y en a pour les portes d'entrée des vélos. Voilà, il y en a pour les portes d'entrée. Accessible avec son téléphone. Tu peux envoyer la clé à un ami. Oui. Le mec qui met un verrou Bluetooth sur sa porte d'entrée, mais il est fou. Il y en a de plus en plus. Et donc justement, une autre conférence qui était sur une étude qui a été faite donc, par Stephen Huber et Siegfried Rasthofer, qui était une étude sur les antivirus sur téléphone Android. Donc ils ont pris la plupart des antivirus, les plus, voilà, il y en avait 7 en tout, et ils se sont aperçus donc, que le résultat était assez pathétique. Donc ils se sont fixés 3 objectifs, je crois. Le premier était de pouvoir passer en mode premium sans payer. Le deuxième était de prendre... il y avait eu le RCE, c'était la dernière. Et la seconde, c'était... je m'en rappelle plus, mais voilà, le résultat était assez affolant parce que donc on s'aperçoit qu'en récupérant simplement l'APK et en décompressant l'APK, on s'aperçoit que dans un des antivirus, la capacité, enfin la spécification de si l'utilisateur est en premium ou non, c'est dans un fichier XML. Il suffit juste de changer la valeur de ce fichier XML et il n'y a pas de vérification côté serveur évidemment. Du chiffrement par XOR avec une clé fixe. Il y avait également un code, un mot de passe qui était présent, je crois en clair même. Une exécution de code à distance, l'application, je ne me rappelle plus laquelle, l'application antivirus ouvrait également un port pour la maintenance. Et donc, je ne sais pas si c'était annoncé par l'application, mais donc ça ouvrait quand même un port sur le téléphone pour la maintenance de l'application. Ça aurait été intéressant qu'ils testent des fichiers Icar, parce que donc, le fichier Icar, c'est la base standard. Et pour avoir testé dans un antivirus, sur Android, ça faisait planter l'appli.
C'est quand même pas mal, parce que ça, ils l'ont pas testé. la base de l'antivirus, c'est quand même de tester, de fuzzer ou de recevoir les fuzzing de n'importe quel pattern. Ouais. Et donc le test de base qui marche sur du Windows 32 bits, etc., faisait planter l'appli. Et là, les développeurs nous ont dit ah oui, mais on ne gère pas les 32 bits. Ce à quoi je leur ai parlé. Alors ouais, l'idée derrière cette conf, c'est pas de dire voilà, il y a quelle vulnérabilité, c'est plus de... Ce sont des produits de sécurité, ce sont des vendeurs qui nous vendent des produits bien chers et qui sont censés faire de la sécurité pour nous quand même. Et au final, là où on s'attendait à trouver des 0D improbables, des choses absolument avancées, des trucs de fou, on se rend compte que ce sont des mots de passe codés en dur, et voire une absence de mots de passe, des certificats qui ne sont pas vérifiés, des choses aussi basiques que ça. Donc dans l'assistance, les gens se regardaient un peu en se disant mais... Dans l'assistance, il y avait bien des gens de Kaspersky, Macafé et compagnie. J'imagine. Et d'ailleurs, Personne de ces compagnies n'a posé de questions, étrangement. Et je pense même que les conférenciers ont fait appel, un appel ouvert à discussion. Oui, parce que parmi les 7 vendeurs, bien entendu, il y en avait 6 qui avaient répondu à leur demande, avec plus ou moins d'assistance. Certains, on les voyait physiquement dans des conférences, parce qu'ils n'avaient pas répondu à leurs emails et autres. Mais il y en avait un qui n'avait toujours pas répondu à leur demande et qui laissait les vulnérabilités telles qu'elles étaient. Donc peut-être que pour lui, ce sont des fonctionnalités, j'en sais rien. Donc c'était un petit peu le but de leur conf aussi, c'était de dire, bah voilà, non seulement leur produit a été codé avec les pieds, mais en plus, ils ne prennent pas en compte les modifications qu'on peut leur demander. Et d'ailleurs, il y avait, notamment pour la vérification du certificat, lorsqu'ils ont décompilé l'application, ils se sont aperçus qu'il y avait bien le code avec la fonction qui était prévue, mais fonction vide. Du coup, pas de vérification. Donc une autre conférence intéressante, c'était celle sur les attaques RSA-CRT. Donc c'est une attaque de type side channel. Donc là, c'est pas du troll, c'est une attaque. Donc ça, c'est une vulnérabilité qui est connue depuis 1996. Vous allez me dire, super, ça fait maintenant 20 ans quasiment. L'intérêt de cette conférence, c'est qu'on voit au fil des années, il y a eu de plus en plus de preuves que c'était une attaque qui était réalisable. Et l'intérêt de cette conférence, c'est que le chercheur a réussi à créer des outils et à prouver que c'était une attaque qui était tout à fait réalisable et qui était réalisable dans la nature. Donc là, depuis 2015, avec les travaux de Florian Wenner, on s'est rendu compte que ça, il y a eu des cas réels de fuite de clés à cause de cette vulnérabilité. Et donc, suivant, le chercheur a montré, grâce à ces deux outils, donc High Voltage et Pitiola, donc l'un est actif, c'est-à-dire qu'il va bombarder le serveur jusqu'à ce qu'une erreur se produise. L'autre est passif, donc il va se baser sur des PK. Et si le serveur en question ou le système embarqué utilise l'optimisation CRT de RSA, donc je vais vous passer les détails mathématiques, si par malheur il y a une erreur au moment du calcul de la signature RSA par ce boîtier, il y a la clé privée RSA qui va fuiter. Donc c'est une attaque qui est connue, je le disais, depuis 1996. Alors, les Dell notamment considéraient cette attaque comme extrêmement difficile, donc improbable, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Cette conférence, c'est un peu la conférence coup de pied aux fesses en disant, vous voyez, ça fait 20 ans que ça existe et au final, c'est quelque chose qui potentiellement est déjà exploité par certains dans la nature. Et voilà deux outils qui permettent de le faire relativement facilement. Donc après, le fait d'avoir des erreurs dans le calcul d'une clé RSA, d'une signature RSA, c'est pas non plus la chose qui arrive toutes les 5 minutes quand on a un serveur dans un data center, etc. Mais sur des systèmes embarqués, par exemple, là où la température va être un facteur important, éventuellement des rayonnements ou autres, c'est quelque chose qui peut arriver avec une probabilité assez élevée. Donc c'était une conférence qui était intéressante de ce point de vue-là. Une autre conférence qui était plutôt forensique, c'était sur le comportement des SSD dans le cadre d'études informatiques. Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de tout nouveau, c'est des choses qu'on sait déjà. L'avantage de cette conférence, c'est que le chercheur a essayé de dresser un peu une cartographie en fonction des modèles, en fonction des firmware éventuellement, de savoir quelles étaient les réactions de différents SSD à l'effacement de fichiers. Donc pour ça, il s'est basé sur deux tests, en gros, un effacement simple et un formatage rapide.
Et sa conférence, malheureusement, n'a pas réussi à faire une cartographie complète et définitive du comportement de tous les SSD qu'auraient pu utiliser les gens qui font des études informatiques. Par contre, ce qu'il a réussi à montrer, c'est que même en fonction de la version du firmware de certains SSD, on pouvait avoir des comportements très différents. Donc ici, en l'occurrence, c'est le disque dur standard. Donc là, on voit une récupération de fichiers connue. On sait que si on fait un effacement standard ou un formatage rapide sur un disque standard, on peut récupérer les données, tant qu'elles n'ont pas été écrasées. En l'occurrence, avec les SSD, selon les marques, on a des comportements très différents. Donc, comme je le disais, malheureusement, on n'a pas une cartographie complète et définitive de tel SSD, de telle version va se comporter de telle façon. Par contre, ce qui ressort de ça, c'est qu'avant de faire une étude informatique, il faut vraiment se procurer le même matériel, avec la même version de firmware que celui qu'on va étudier, pour être capable de dire, voilà, nos résultats sont ces résultats-là, et on peut le dire avec certitude parce qu'on l'a testé avant. On n'a pas moyen de dire, en faisant une étude informatique sur SSD, voilà, je n'ai pas récupéré ces fichiers-là, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là. Puisqu'on voit que sur certains disques, on a un taux de récupération qui est extrêmement bas. Donc, il a réussi à prouver également que le formatage rapide était en général plus efficace que l'effacement simple sur ces matériels. Et donc, le fin mot de l'histoire, c'est le message qu'il voulait faire passer, c'est de dire que quand on a une étude informatique à faire sur ce type de matériel, c'est vraiment primordial de d'abord se procurer ce matériel dans la même version afin de faire des tests de récupération à blanc avant d'attaquer vraiment les données réelles du client. Voilà. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal d'avoir un taux de récupération bas? Alors là, ça dépend de quel point de vue. Si on est du point de vue de certaines agences à 3 lettres, ça peut être moyen. De notre point de vue, ça peut être bien. Le problème ici sur ce type d'activité, c'est qu'on aimerait savoir avec certitude quel type de résultat on va avoir. Et là, malheureusement, on ne peut pas. En gros, c'est ça l'idée qu'il faut retenir. Non, parce que si on revient sur le slide précédent, mais le premier c'est pas un SSD. Le premier, c'est le disque dur témoin. C'est ça, 20% de taux de récupération, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais être sûr qu'un fichier qui existait avant va être récupérable après. Là, c'est pas 20%, c'est 22 fichiers. Ah, sur 25. Voilà, sur 22 tests. Ouais. Ouais. Donc il faut acheter du patriote, du super talent. Le problème, c'est que même le patriote, peut-être qu'avec la prochaine version du firmware, le trim va être un peu différent ou quoi que ce soit, et du coup, il va se retrouver au même niveau que celui-ci. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est que la version du firmware peut impacter énormément le comportement du SSD, chose qu'on n'a pas avec des disques durs standards. Le disque dur standard, on sait comment il fonctionne, on sait quelles données on peut récupérer ou pas, et du coup, ça facilite, si j'ose dire, les études informatiques. On sait avant de les effacer, les 25, on sait les 22 qu'on va récupérer et les 3 qu'on va perdre. Sur un disque dur normal, en gros, on peut dire que s'il n'y a pas écrasement des données par d'autres données, on a un pourcentage de chance de quasi 100% de récupérer les fichiers. Puisqu'en fait, on va juste effacer les pointeurs à la fichier en question. Après, il y a eu des études il y a quelques temps sur le fait qu'on l'écrase une fois, qu'on pouvait sur les bords récupérer les données. Ça dépend plus du hardware que du file system, du type de file system. Donc les tests qui ont été faits là ont été faits avec différents file systems, avec différents OS. Donc c'est pour ça que, si on regarde le slide suivant, quand on va refaire des tests avant une étude informatique, il faut avoir la bonne combinaison OS, SSD et firmware. Et file system. Exactement. C'est impossible dans la vraie vie. Oui, non, ça marche pas. Voilà, c'est difficile. Non, parce que 2 ans après, on peut pas retrouver le même SSD avec le même firmware. 2 ans après, ce sera un firmware différent. Donc oui, parce que les gens n'ont pas tous des postes neufs, quoi. Qui fait des études informatiques. Ouais. Donc, je suis obligé de travailler sur l'original. Et du coup, le problème, c'est que sur l'original, si on ne retrouve pas certains fichiers, on ne pourra pas dire qu'ils n'étaient pas là. Donc ça change vraiment la donne quand on fait du forensics. Enfin, là, c'est surtout embêtant pour de l'inforensique légale. Ouais. Parce que finalement, dans une analyse de compromission, on récupère ce qu'on peut et puis on est Ouais, content. tout à fait, ouais. C'est pas du légal, du coup, pour du légal, c'est problématique. on est coincé. Donc c'est en ça que cette conf était intéressante. Ça, c'est sur les SSD, on savait que c'était déjà le cas, mais il a vraiment montré que une modification aussi minime qu'une version de firmware pouvait complètement changer la donne. J'imagine que c'est pareil pour les clés USB, du coup, qui ont des contrôleurs, enfin, ça
Enfin, c'est une construction à peu près identique. A priori, pour les clés USB, ça me semble un peu plus déterministe. Alors, je ne pourrais pas dire pourquoi, mais j'avais pas entendu les mêmes problématiques. Ouais, et c'est vrai que ce serait intéressant de poser le sujet du coup. Parce qu'a priori, c'est la même technologie, donc, je pense. Alors après, est-ce que ce serait une différence au niveau des firmware, le fait que la clé USB, au niveau de tout ce qui est trim, air leveling, etc., ça ne fonctionne pas pareil. Ça pourrait être ça. Donc pour terminer, une petite ouverture sur la sécurité du futur. Donc voilà, conférence et surtout événement organisé par la DARPA, le Cyber Grand Challenge. C'est un challenge qui au départ était d'une centaine d'équipes et donc à l'ouverture de la DEFCON, donc il y a eu une première conférence pour présenter le sujet, une seconde conférence pour remettre les prix par rapport à la finale. Le principe, ça va être de monter une machine 100% autonome. Donc c'est le principe d'un capture the flag. Les machines reçoivent des binaires, elles doivent l'exécuter, faire donc, tourner le service, et à partir de ce binaire, les machines fuzz, donc elles essayent de trouver des failles qui font cracher le binaire. Elles s'appliquent les batchs et elles essayent de construire des attaques pour aller faire cracher le service des machines distantes. Donc, pour la finale, ça s'est déroulé sur la première journée de la DEFCON, ça a duré 24 heures. Et donc les machines s'attaquaient, donc il y avait 7 machines qui s'attaquaient les unes et les autres sans aucune interaction avec un être humain. Et donc c'est pour plus ou moins faire un premier pas sur le 100% automatique avec le développement de patch qui se fait en millisecondes plutôt qu'en dizaines d'heures. Et également le fait que donc, les binaires étaient prévus pour le challenge. Et il y a même eu une des machines qui a réussi à trouver un exploit, enfin une vulnérabilité qui n'était pas prévue dans le binaire. Et donc c'est pas la machine qui a gagné, mais on peut voir du coup que ce type de mise en place de la sécurité permettrait certainement de récupérer beaucoup d'augmenter significativement la sécurité. Après, il y a eu une des 7 machines qui a fait partie du CTF, si je ne dis pas de bêtises, du CTF DEFCON, donc tout au long de DEFCON, il y a un CTF, un capture the flag qui se déroule. Et pour le coup, c'est un CTF où il faut trouver des vulnérabilités et d'après le classement, elle n'a pas été très elle n'a pas gagné, tout simplement. Donc c'était une présentation en avant-première des machines qui vont tous nous remplacer d'ici 5 ans. Voilà, donc c'est terminé pour notre présentation Black Hat DEFCON. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit ou par rapport à d'autres conférences éventuellement dont vous avez entendu parler et qu'éventuellement on aurait vu?